Bienvenue sur CivilNet, mon invité est Alexis Pazoumian. Il est photographe, réalisateur de documentaires et il a réalisé le documentaire Jardin Noir, un film qui suit la vie de jeunes dans le village de Talish, dans l'Artsakh, pendant des années. La vie avant la guerre, pendant la guerre et après le conflit. Depuis sa sortie en 2024, le documentaire rencontre un franc succès aux grandes dames de l'Azerbaïdjan qui tentent d'empêcher sa diffusion. Bonjour Alexis. Bonjour. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qui s'est passé exactement? Du coup, oui, alors le film Jardin Noir est diffusé dans pas mal de pays de capitales européennes. Voilà, il est diffusé par nos distributeurs et pas plusieurs festivals. Et donc récemment, il a été diffusé à Prague, en République tchèque. Et effectivement, lorsque je suis arrivé durant le festival, il y a toujours un interlocuteur, enfin une personne qui est responsable d'organiser un petit peu le débat et l'échange. Et cette personne m'a annoncé que voilà que l'Azerbaïdjan, l'ambassade d'Azerbaïdjan avait envoyé une lettre au Festival des droits humains de Prague, qui s'appelle le Festival One World, demandant le retrait de mon film de la compétition. Հայաստանի ասա ամենամեծ գյուղերը Ղարաբաղը ամենամեծ 3 անգամ փախել են, չէ, 3 անգամ։ Բայց խույ, ելստեղ են, չէ։ Խաղաղություն եմ ցանկանում ես։ Թե խաղաղություն լինի, մենք ինչ էլ լավ կլինի։ Եթե ինչ-որ բաներ լինի, մինչև էջ մենք գնալու ենք։ Անտուն, անտերական, ոնց որ փողոցի շուն ապրում։ Ամեն բան։ Ինչի՞ կրակ եկավ։ Հիսուն։ Ու եթե հետո այդ պատերազմը սկսվեր, պարտադիր է պիտի մասնակցենք լեհոնց միշտ։ Կեսգիշերից Ադրբեջանը լայնածավալ հարձակում է սկսել Հայաստանի դեմ Սյունիքի, Գեղարքունիքի և Վայոց ձորի արևելյան սահմանների ուղղությամբ։ Քո ռազմերն ա, թե ոնց որ մի քիչ մեծ ա, բայց Միլիարդատերներն են Մարսին ուզում կինը տարածքն են յոթում։ Բեն ու գործ չունին, պարապա մնացա։ Donc voilà, moi, donc là, à l'heure actuelle, j'ai demandé de recevoir cette lettre, cet email, parce que je suis en discussion avec plusieurs organismes qui, eux, répertorient un petit peu toutes ces tentatives de censure de l'Azerbaïdjan par rapport à toutes les œuvres ou tous les projets qui sont liés au Karabakh. Et voilà, donc j'ai pas plus d'informations, mais voilà, c'est vraiment l'information principale. Donc ça a fait pas mal de bruit sur place. L'ambassadeur arménien à Prague est venu lors de la diffusion du film. Il y a eu une grosse, toute la communauté, on va dire, de Prague, à mon avis, qui est très faible. Je connais pas exactement les chiffres, mais qui est venue pour soutenir le film. Donc ça s'est très bien passé. Alors après, j'ai pas les informations exactes, mais effectivement, le débat derrière a été vraiment réduit. Je pense pour éviter que les esprits s'échauffent parce que forcément il y avait des responsables de l'ambassade d'Azerbaïdjan qui ont assisté à la projection. Moi, alors, j'en ai pas la preuve nette, mais tout le monde me le disait, et donc c'est pour ça qu'au début même de la diffusion du film, la personne qui était en charge du coup d'organiser les débats a essayé un peu de calmer les esprits. Donc voilà, moi ça m'a un petit peu tendu même de devoir se justifier auprès des gens de l'ambassade, mais voilà, c'est un peu ce qui s'est passé. Et alors, est-ce que c'est le premier
cas qui se passe dans le cadre de dans le cadre de votre documentaire ou bien c'est un événement qui s'est déjà produit auparavant? Parce que je vous suis sur Instagram et je sais que vous avez quand même beaucoup de diffusion de votre documentaire dans différents pays, dans différents festivals et des festivals qui sont plutôt renommés, qui ont une ampleur quand même internationale. En France, on n'en parle même pas. Mais donc, c'est quand même un documentaire qui est assez diffusé, qu'on visionne beaucoup. Est-ce que c'est la première fois qu'un fait pareil se produit ou bien il y a déjà eu des incidents de ce genre? Alors, concernant mon film, donc c'est la première fois que ça m'arrive. Alors, je soupçonne, parce qu'ils m'ont aussi explicité que l'ambassade d'Azerbaïdjan, que c'était vraiment une technique assez récurrente, qu'à chaque fois qu'il y avait une diffusion d'un film sur le Haut-Karabakh, l'ambassade essayait de contrer un petit peu les diffusions. Mais heureusement, de manière générale, je dis bien de manière générale, parce qu'il y a eu plusieurs cas l'an passé de films qui ont été retirés de certains festivals, de manière générale, les festivals ignore un petit peu ces tentatives et ces menaces. Alors moi, ce qui m'est arrivé, c'est plutôt à l'avant-première de mon film à Copenhague. C'était la toute première diffusion du film mondial. Voilà, on l'appelle mondial parce que même si c'était européenne à ce moment-là, bah, la première question qui a été posée, donc première question à laquelle j'ai dû répondre sur mon film, en plus en anglais, donc voilà, l'anglais c'est pas non plus, c'est pas ma langue natale, donc c'était pas évident. Et ben c'était un jeune homme d'origine turque, je pense envoyé également par l'ambassade, c'est clair et net, parce il s'exprimait extrêmement bien, il connaissait extrêmement bien le sujet et mon film, et son but était un petit peu de réduire le message que j'avais envie de faire passer. Donc il a essayé pendant 10 minutes, donc c'était pas une question, c'était plutôt un débat. Il a essayé pendant 10 minutes de parler des similitudes que l'on avait entre les Arméniens et les Turcs et qu'il ne comprenait pas pourquoi je voulais faire un film qui pouvait attiser la haine entre nos deux peuples, nos deux peuples frères, parce qu'on partage la même nourriture et qu'on se ressemble physiquement. Donc, et tous les gens étaient là à acquiescer un petit peu et à aller dans le sens de cette personne parce qu'il s'exprimait très bien. Et donc voilà, c'est un peu je pense, de manière habituelle, je pense qu'ils passent leur temps, que ce soit l'ambassade de Turquie, l'ambassade d'Azerbaïdjan, et vu leurs moyens, à essayer au maximum de réduire tout le monde au silence, quoi. Et est-ce que vous avez En tout l'impression cas, tout justement le monde. Et justement, est-ce que vous avez l'impression que c'est une technique qui fonctionne plutôt bien? Parce que je pense qu'au-delà de votre documentaire, comme vous l'avez dit, hein, une stratégie que l'ambassade d'Azerbaïdjan et aussi la Turquie en général utilisent et que vous n'êtes pas le premier cas. Il y a eu d'autres documentaires, d'autres films avant le vôtre qui ont été diffusés et qui ont subi le même traitement de la part de l'Azerbaïdjan et de la Turquie aussi, si je... Oui, alors il y a eu récemment l'exemple le plus concret, et alors ils ont eu la chance, j'ai envie de dire, de recevoir, je crois, la lettre qui a été envoyée. Mais c'est le documentaire My Sweet Land. J'ai noté le nom parce que je me souviens plus très bien du nom de Sariné Ayra que j'ai rencontré aussi d'ailleurs durant le festival Golden Apricot. Alors son film était nommé aux Oscars par son pays d'origine, la Jordanie. Et la Jordanie a reçu des pressions de lobby turcs et azéris, pour moi c'est un peu la même chose. Et ils ont dû retirer le film de la compétition des Oscars. Voilà, c'était vraiment le documentaire qui représentait la Jordanie pour les Oscars. Il a été retiré de la compétition. Et donc ça a fait du bruit parce que c'était officiel. Je pense que derrière ils ont dû demander ils ont eu les preuves. Et donc c'est inadmissible parce que moi je pense que c'est des pressions derrière parce qu'il y a des enjeux économiques. On l'a vu aussi durant le film La Promesse, The Promise du même réalisateur de Hotel Rwanda. Terry George, je crois, je ne sais plus exactement son nom, qui n'avait pas été distribué. C'était un peu le premier film qui parlait du génocide arménien avec un gros budget et des acteurs très connus. Il y avait Oscar Isaac et Christian Bell, donc tous les Arméniens s'attendaient enfin à ce qu'on parle du génocide arménien à travers un blockbuster, enfin à travers, pas un blockbuster, mais un gros film à succès. Et il a été distribué dans un seul cinéma à Paris. Tous les distributeurs français se sont désistés parce qu'il y a eu des pressions de lobby turc en France. Euh,
Donc c'est terrible. C'est-à-dire que même aujourd'hui, voilà, il y a une C'est-à-dire que le crime censure paye. Comment? C'est-à-dire que le crime paye, finalement. Comment? On dit souvent le crime ne paie pas, mais dans ce cas-là, le crime paye. Ouais. Le Euh, crime paye, ouais. Et Vous donc, avez moi, l'impression que c'est c'était important pour stratégique. moi, je l'ai diffusé sur la... Allez-y. Oui, voilà. Oui, oui, bien sûr que c'est une stratégie. Bah, en fait, pour moi, c'est la continuité du blocus. C'est la continuité, parce que le blocus, c'était à la fois un blocus qui a donc provoqué une crise humanitaire dans le Haut-Karabakh, parce que je le rappelle, alors je ne sais plus exactement les chiffres, 18 mois, je crois, peut-être que tu me diras, 9 mois euh, de blocage, de 9 blocage. mois, d'accord. Donc, 9 moi, mois. j'étais loin du compte. Moi, ça m'a paru beaucoup plus loin, donc c'est pour Oui. ça que pendant 9 mois, donc, il y a eu un blocus complet du Haut-Karabakh avant l'invasion, mais c'était aussi un blocus médiatique parce qu'aucun journaliste pouvait rentrer. Euh, je crois que les journalistes qui avaient la nationalité, le passeport arménien peut-être pouvaient rentrer, je me souviens plus Non, très bien. En tout personne. cas, C'était moi, un blocus total. personne. C'était blocus total. Donc la seule source d'information venait des Arméniens sur place. Voilà, mais bon, c'était via des réseaux sociaux. Enfin, c'était pas, Non, enfin c'était ça, pas il n'y du, a pas eu d'écho. ouais, c'était pas du Voilà, il n'y a pas journalisme eu professionnel. d'écho. Voilà, il n'y a pas eu d'écho mondial, il n'y a pas eu de documentaire, il n'y a pas eu de... Voilà, moi, c'est une grande frustration jusqu'aujourd'hui. Je me souviens quand il y a eu euh, l'exode des Arméniens durant voilà et qu'on était tous au niveau du couloir de la Chine. euh, Moi, j'avais l'intention de récupérer. Je m'étais fait un petit peu un camp de base, mais bon, très vite, on avait d'autres priorités pour essayer de récupérer des images des Arméniens qu'ils avaient filmées sur place, pour essayer d'en faire un documentaire et de raconter ce qui s'était passé, parce qu'il n'y a aucune image. Et donc, ils ont très bien réussi leur mission. Enfin, ils ont réussi pendant 9 mois à bloquer l'information, à ce qu'on ait aucune image, et, ce que, et du coup qu'aujourd'hui, il n'y ait aucun impact médiatique sur l'invasion du Haut-Karabakh. Euh, Est-ce que on va un peu revenir quand même au film pour que les gens imaginent, comprennent bien de quoi parle votre film. Donc je l'avais dit, c'est bon, on suit des protagonistes. D'abord, c'est des enfants, c'est deux enfants qui au fur et à mesure du documentaire grandissent. Est-ce que vous avez passé beaucoup de temps avec eux? Comment est-ce que vous continuez à passer du temps ou avoir des contacts avec eux? Parce que vous les avez vus quand ils étaient tout petits, donc ils devaient avoir 8 ans, je pense, dans le documentaire quand ça commence. Et là, ils sont à l'âge de l'adolescence vers la fin du film. Est-ce que au cours de tout ce temps-là, vous avez vu une évolution dans leur émotionnel et l'après-exil? Comment est-ce qu'ils se sentent dans cette vie loin de leur terre et inaccessible au final? Eh bien oui, donc c'est un film qui suit donc effectivement deux enfants et un soldat durant 4 ans, donc avant, pendant et après la guerre. Et donc ces deux générations le vivent assez différemment. C'est ce que j'essaie de faire dans le documentaire. Il y a vraiment un parallèle entre ce jeune soldat qui a été blessé, qui a perdu une jambe pendant la guerre, qui lui a plutôt soif de vengeance au début, donc juste après la guerre. Plutôt non, c'est différent parce qu'il se sent trahi par son pays d'origine. Donc au départ, on sent qu'il veut partir d'Arménie, comme beaucoup d'Arméniens, j'imagine, après la guerre. Et finalement, bah, c'est viscéral, quoi, cet attachement à leur terre, en tout cas des Karabartsis. Euh, on voit le soldat dans mon film documentaire se réentraîner pour peut-être un jour défendre à nouveau sa terre. Et les enfants, donc c'est assez différent. Ils l'ont vécu vraiment différemment. Ils ont perdu leur village dès le premier jour de la guerre, leur petit village qui s'appelle Talish, qui était vraiment situé à seulement 3 kilomètres, je crois, des positions azéries. Et bah, ces enfants ont perdu leur village, ont été traumatisés, mais dans le film, ils le montrent très peu. À aucun moment, on les voit pleurer, à aucun moment, même moi, parfois, ça me manquait, enfin, si vous voulez, parce que je me disais, les gens vont pas forcément comprendre leur douleur s'ils l'expriment pas. Moi, en tant que Français, j'ai été le seul à montrer mon émotion, à pleurer pendant la guerre, etc., quand j'étais avec eux. Mais bon, cette fierté arménienne, on la connaît tous, de ne pas montrer forcément ses émotions. Et donc, c'est pour ça que c'était important pour moi de faire un film long, parce que sur 1h20, on peut comprendre vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de leur tête. Parce que moi, je pouvais vraiment me rapprocher d'eux et être sans arrêt avec eux.
du matin au soir. Donc voilà, vraiment, en tout cas, c'est le retour que j'ai, c'est que on n'a pas besoin de paroles, on n'a pas besoin de montrer des pleurs, on n'a pas besoin de tout ça. Au contraire, c'est un film où on rigole parfois, mais on comprend voilà, le traumatisme qu'ont subi ces jeunes-là et ces futures générations. Et aux dernières nouvelles, comment ils vont? Et bah, ils vont bien. Après, donc j'ai rentré lorsqu'ils avaient 8 ans. Donc là, ils ont 15 ans. Donc ça a bientôt, d'ici 2 ans, je crois, le service militaire, etc. Donc je vois, ils ont vraiment évolué. Ils ont grandi. C'est des jeunes adultes aujourd'hui. Ils se fréquentent plus vraiment. Mais voilà, moi, ce qui m'inquiétait, en fait, quand je les voyais, c'est qu'ils passent leur temps sur les jeux vidéo, des jeux de guerre. Voilà, ça, je le montre beaucoup dans le film. Et en fait, c'était le seul moyen pour eux de se retrouver en réseau avec les amis de leur village, sur des jeux en réseau, des plateformes, et de revivre un petit peu, voilà, parce que c'était des gamins libres qui couraient au milieu de la nature et des montagnes au Karabakh, et qui se retrouvent aujourd'hui à Yerevan, dans des immeubles, dans des tours. Et ils sont pas forcément en contact les uns des autres, quoi. Donc c'est sûr qu'il y a un traumatisme, voilà, qui perdure, et parce que forcément il n'y a pas de suivi psychologique et de thérapie. Surtout que l'ombre de la guerre n'est pas très loin, hein. On n'a pas fini avec ce conflit, au contraire. Oui, et tout le monde a peur de ça, et voilà, et je pense que euh, toute cette tentative de censure par rapport aux événements récents, à l'exode, à l'invasion du Haut-Karabakh, je pense qu'ils se préparent aussi peut-être, j'imagine, à une suite. C'est pour ça qu'il y a eu certaines attaques dans des villages en Arménie même récemment. Je pense, enfin selon moi, hein, que c'est une tentative. Enfin, il essaye un petit peu de voir la réaction de l'Europe par rapport à ces tentatives, parce que je pense ils ont aucun intérêt à envahir des villages. Mais voilà, il attend de voir un petit peu la réaction de l'Europe. Et malheureusement, comme d'habitude, l'Europe ne réagit pas. Elle parle, de nos amis, de leurs amis arméniens, mais il n'y a aucune action concrète et aucune sanction économique. Merci Alexis pour cette discussion. Et bah, avec grand plaisir. Merci à vous. Merci à vous d'être resté avec nous et continuer à suivre CivilNet.